Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. Selon les propos du directeur de la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine, Xu Shaoshi, la réforme structurelle axée sur l'offre sera abordée comme une tendance du développement économique dans le cadre de la nouvelle normalité en Chine. Il a formulé ses commentaires sur les principaux points du 13e plan quinquennal ce matin lors d'une conférence de presse. Xu Shaoshi a indiqué que ces nouveaux concepts économiques établis dans le cadre de la nouvelle normalité seront exécutés dans tous les domaines du plan. Selon la réalité économique chinoise, nous aborderons la réforme structurelle axée sur l'offre comme une tendance de nouveaux concepts et de développement économique dans le cadre de la nouvelle normalité. De cette façon, nous pourrons établir des piliers politiques, à savoir des macro-politiques stables, des micro-politiques industrielles flexibles, des politiques de réforme pragmatiques ainsi que des politiques sociales rigoureuses. Réduire les surcapacités industrielles est l'une des principales tâches que le gouvernement s'est fixée pour la réforme structurelle de l'offre. M. Xu a déclaré que celle-là progresse en douceur. La Commission travaille avec des départements sur des plans pour réduire considérablement les surcapacités, à commencer par les secteurs de l'acier et du charbon. Il a ajouté que de 100 à 150 millions de tonnes de capacité de production de l'acier et environ 500 millions de tonnes de capacité de production de charbon seront réduites dans les 5 ans à venir. Il a rejeté comme fallacieuse l'idée d'un atterrissage en catastrophe de l'économie, disant que celui-ci n'aurait lieu d'aucune manière. Il a aussi dit que le taux de croissance de 6,9% est dans une fourchette raisonnable et que le changement de rythme de l'économie, l'optimisation des structures et le changement de vitesse se déroulent tous sans accroc. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a mis en avant 8 tâches pour cette année dans son rapport de travail pour le gouvernement. L'une d'elles est une nouvelle période d'ouverture de haute qualité. Il a déclaré que cela commençait avec l'initiative Une ceinture et une route, laquelle relie l'Asie et l'Europe. Nous allons promouvoir le développement régional intérieur, l'ouverture et la coopération économique internationale d'une manière coordonnée. Nous allons travailler avec d'autres pays et régions pour construire des couloirs économiques terrestres et des pôles de coopération maritime et promouvoir la connectivité, la coopération économique et commerciale et les échanges culturels. Nous travaillerons pour développer des mécanismes de coopération pour assurer une compatibilité dans les procédures de dédouanement le long des routes et construire des réseaux logistiques internationaux. Nous allons promouvoir le développement des zones de coopération économique frontalière, des zones de coopération économique transfrontalière et des zones de coopération économique et commerciale extérieure. Avec un engagement pour arriver à un développement commun et partager la croissance à travers une consultation commune, nous assurerons que l'initiative Une ceinture et une route crée des liens de paix, d'amitié et de prospérité commune. 2 ans et demi après que le président Xi Jinping a pour la première fois proposé l'initiative Une ceinture et une route, cette dernière est devenue un sujet très discuté, notamment durant l'actuelle saison politique. L'initiative Une ceinture et une route, considérée par beaucoup comme un pilier essentiel du moteur du commerce extérieur de la Chine, signifie que l'argent du gouvernement pourrait bien être disponible pour les entreprises publiques afin d'aider à financer les acquisitions et à faire des investissements. Bien qu'elle n'en soit à ses débuts, l'initiative Une ceinture et une route a ouvert la voie à des coopérations et des liens plus forts avec une dizaine de pays et régions. Le développement économique est un sujet très discuté à la session. Les législateurs portent de grands espoirs envers des résultats tangibles lors de la session. Pour de nombreux législateurs qui sont aussi des entrepreneurs prospères, le projet de la Chine, Une ceinture et une route, a positionné le pays asiatique comme l'un des pionniers mondiaux. Ils pensent que le pays jouera maintenant un rôle de cohésion et d'innovation. La Chine doit s'intégrer au monde. L'initiative Une ceinture et une route offre la chance à la Chine d'établir les règles. De mon expérience, je suis dans le secteur agricole. L'initiative offre sans aucun doute plus d'opportunités. La construction de l'infrastructure est un grand défi pour nous dans les régions centre et ouest. Nous devons nous ouvrir pour avoir plus d'opportunités à travers l'initiative Une ceinture et une route.
L'initiative d'une ceinture et une route proposée par le président Xi Jinping en 2013 se réfère à la ceinture économique de la route de la soie qui relie la Chine et l'Europe à travers l'Asie centrale et occidentale et à la route de la soie maritime du XXIe siècle qui relie la Chine et l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Europe. Les autorités chinoises ont publié un plan d'action spécifiant le cadre de travail et les propriétés en mars 2015. Les législateurs disent qu'ils aimeraient voir plus de concepts mis en pratique. Nous devons choisir avec précaution les projets pour l'initiative car de nombreux pays le long de la région d'une ceinture et une route font face à de la surcapacité. Nous devons répondre aux besoins de la Chine et des autres pays avec qui nous faisons affaire. Avec un contexte de crise économique mondiale associé à des défis pour passer à une croissance plus inclusive, l'initiative Une ceinture et une route signifie que la Chine continuera à être l'un des principaux moteurs de l'économie mondiale. L'initiative Une ceinture et une route fait partie de la stratégie des entreprises chinoises pour se lancer sur les marchés internationaux, mais la fragilité de l'économie mondiale rend les choses un peu plus difficiles. Les membres de la CCPPC suggèrent maintenant au gouvernement central de donner un coup de pouce aux entreprises qui veulent tenter leur chance à l'étranger. Reportage. En 2014, la Chine est devenue un pays exportateur de capital. Les statistiques gouvernementales ont révélé que les investissements chinois à l'étranger ont largement dépassé les investissements étrangers en Chine. Mais cela ne signifie pas que la Chine est une grande force en termes d'investissements étrangers. Li Dongsheng, le président directeur général du groupe TCL, une des plus grandes entreprises électroniques de Chine, pense que les entreprises chinoises ont beaucoup de chemin à faire pour construire leur marque et améliorer leur influence à l'étranger. C'est une tâche qui se fera sur le long terme et qui demande l'aide du gouvernement. Je suggère que les ministères travaillent de concert avec les associations industrielles pour mieux comprendre nos besoins de développement. Ensemble, ils devraient négocier avec les pays qui font partie de l'initiative Une ceinture et une route, pour que les marchés deviennent plus accessibles aux produits et aux services chinois. Ces propos font écho aux espoirs du premier ministre Li Keqiang qui s'est exprimé sur le sujet alors qu'il visitait des entreprises chinoises lors d'un voyage au Chili l'année dernière. En tant que membre de l'Assemblée populaire nationale, M. Li espère que le gouvernement pourra aider les entreprises lors des étapes initiales de leur expansion internationale. Le lancement des opérations à l'étranger peut parfois être compliqué pour les entreprises chinoises. Donc, les politiques ou le soutien financier des associations gouvernementales ou industrielles deviennent importants dans l'aide aux entreprises chinoises qui tentent de se tailler une place à l'étranger. L'ouverture de l'Assemblée populaire nationale s'est déroulée au Grand Palais du Peuple samedi matin. Après avoir écouté le rapport de travail du gouvernement de cette année, plusieurs diplomates et responsables étrangers ont salué les plans économiques de la Chine. Par rapport à la situation économique actuelle du monde entier, je crois que les chiffres sont très intéressants. Surtout que ce sont des chiffres qui tiennent compte de la situation économique de la population de la Chine. Je crois que ce sont des chiffres qui sont encourageants. Surtout à ce moment où tout le monde fait face aux problèmes économiques. C'est la première fois que je participe à la réunion de l'Assemblée populaire nationale et je suis très impressionné par l'honnêteté de la présentation. Les raisons sont très claires et très bien gérées sous ce 13e plan quinquennal. Je pense que la focalisation sur l'amélioration de l'économie pour la prospérité du peuple et de la nation est très claire et que c'est réalisable grâce à la direction stratégique de la Chine, du commandement du président Xi Jinping et du gouvernement chinois. Je pense que c'est très clair et que tous les objectifs pourront être réalisés sous le 13e plan quinquennal. Une ceinture et une route encouragent la collaboration économique régionale et internationale. L'Égypte a soutenu cette initiative depuis le début et notre président, lors de ses visites officielles en Chine en 2014 et 2015, a confirmé son soutien au projet. De nombreux accords ont été passés entre l'Égypte et la Chine dans le but de le promouvoir.
Le président Xi était au Caire en janvier, une visite historique pour l'Égypte, voire pour le Moyen-Orient. Elle a permis aux deux dirigeants de discuter des progrès obtenus au cours des 2 dernières années depuis la naissance du projet, ainsi que des moyens d'améliorer la coopération bilatérale économique dans le cadre de l'initiative Une ceinture et une route. Nous sommes pleinement engagés dans le projet et espérons que d'autres pays en bénéficieront également. China is at a very important period in their development because La Chine traverse une période de développement critique car elle passe d'une économie basée sur les exportations, l'investissement et la production de masse à une économie basée sur la consommation. Cela affecte naturellement l'économie qui ralentit alors que la Chine est habituée à une croissance rapide. Le développement sera durable mais plus modéré. Aujourd'hui, ils ont dévoilé un rapport sur l'année dernière qui indique une croissance à 6,9%, alors qu'elle était à double chiffre auparavant. Toutefois, il n'y a pas de menace pour la Chine, car tout a été prévu et le pays est préparé. Lors d'une pause à l'Assemblée populaire nationale, le ministre chinois de l'Agriculture, Ran Changfu, a été questionné sur la situation du secteur agricole, avec de plus en plus d'agriculteurs qui choisissent de travailler dans les zones urbaines. Ran Changfu a déclaré qu'avoir de nouveaux exploitants agricoles était l'une des solutions. La stratégie ou le plan de travail, c'est d'avoir de nouveaux agriculteurs professionnels et de développer de nouvelles sortes d'activités agricoles à large échelle, mais aussi d'intégrer la science et la technologie, les machines agricoles et des éléments modernes dans ces activités. Aussi longtemps qu'il y aura des agriculteurs professionnels, il y aura de bonnes récoltes et la sécurité alimentaire en Chine sera assurée. La Chine est un grand pays qui comprend 1/5 de la population mondiale. Les défis pour le secteur agricole ont donc été nombreux et le sont toujours. Voyons la situation dans laquelle se trouve le secteur. La Chine est le 3e plus grand pays du monde, mais elle doit nourrir 1/5 de la population mondiale avec seulement 8% des terres arables et 6% des ressources en eau de la planète. Car le territoire chinois est composé pour majorité de zones montagneuses et de déserts. Ainsi, les terres cultivables ne représentent que 11% de sa superficie totale. Elles sont de plus grignotées par la désertification et l'urbanisation. 1% d'entre elles disparaissent chaque année. La pollution des sols est par ailleurs préoccupante, les métaux lourds ayant par exemple contaminé 10% des terres agricoles. Et les ressources en eau sont inégalement distribuées entre un sud humide et un nord sec. La Chine doit également prendre en compte les aspirations des habitants des zones rurales, qui gagnent en moyenne 3 fois moins que ceux des zones urbaines, alors qu'ils représentent près de la moitié de la population. La situation est donc critique. Pourtant, elle est loin d'être désespérée. De 1978 à 2011, la production agricole chinoise a été multipliée par 4,5. La Chine est devenue le premier producteur mondial de blé, de riz et de pommes de terre. Elle est également le premier producteur mondial de porc et de volaille et est de loin le leader de l'aquaculture avec les 2/3 de la production de la planète. Cette hausse de la production s'est accompagnée d'une hausse et d'une diversification de la demande. La population étant plus riche, elle consomme plus de viande, d'œufs et de produits laitiers. C'est pourquoi, après une période d'autosuffisance en céréales, dans les années 90, les importations ont redécollé. Entre considérations économiques, sociales ou encore environnementales, le chemin de la Chine vers une agriculture durable est donc étroit. Mais sa marge de progression est énorme. Les exploitations chinoises étant essentiellement familiales, leur superficie moyenne est de 0,65 hectares, contre 169 pour celle des États-Unis, leur premier fournisseur de produits agricoles. Passons maintenant à l'actualité internationale. Le principal organisme de l'opposition syrienne, le Haut Comité des négociations, a déclaré qu'il n'avait pas encore décidé s'il participerait aux nouvelles discussions de paix le 10 mars. Un porte-parole a déclaré qu'ils attendaient des avancées sur la question humanitaire et sur le respect du cessez-le-feu. Son allié, l'Arabie Saoudite, continue de dire que le président Bachar al-Assad doit se retirer, mais l'envoyé de l'ONU, Stéphane de Mistura, explique que c'est au peuple syrien et non aux étrangers de décider du destin d'Assad. Il a ajouté que les pourparlers de paix reprendraient jeudi à Genève. Ces discussions seront les premières depuis qu'une trêve a commencé il y a une semaine. De Mistura a enfin déclaré que les rencontres préparatoires auraient lieu avant les discussions poussées avec chaque faction. Il semble qu'un nouveau moyen ait été trouvé pour combattre les djihadistes de Boko Haram.
Les autorités nigérianes ont réussi à couper la route d'approvisionnement des combattants et ceux-ci sont progressivement affamés. On rapporte que cela aurait amené certains d'entre eux à se rendre. Jusqu'à 76 combattants affamés de Boko Haram se seraient rendus à Goza, à environ 80 km au sud-est de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno. Les rebelles auraient affirmé aux autorités que davantage de combattants souffrant de famine veulent se rendre. Goza est le bastion des rebelles et Boko Haram en a fait un califat en 2014. L'armée a intensifié son offensive contre le groupe depuis décembre dernier, lorsque le président Muhammadu Buhari a donné 3 mois à ses chefs militaires pour vaincre Boko Haram. L'offensive a coupé les vivres et d'autres approvisionnements aux rebelles qui autrefois occupaient des territoires et y arboraient leurs drapeaux. L'État de Borno a aussi interdit le commerce de viande séchée afin de supprimer l'une des sources de revenus des rebelles, ceux-ci se finançant grâce à ce commerce. Plus de 20 000 personnes ont été tuées depuis que le groupe salafiste a lancé sa campagne pour fonder un califat dans la région nord-est du Nigeria. 2 millions de personnes ont par ailleurs été chassées de chez elles. Les Ougandais attendent une décision judiciaire suite au récent scrutin présidentiel. Les candidats de l'opposition ont déclaré que le vote n'avait pas été libre ni équitable et ont lancé une pétition la semaine passée. Désormais, certains Ougandais s'interrogent sur l'indépendance des juridictions dans le pays. 2 semaines déjà se sont écoulées depuis la fin du scrutin présidentiel et la vie dans la capitale Kampala semble reprendre son cours normal. Mais sur le plan politique, les réactions sont partagées à la suite d'une pétition déposée devant la Cour suprême cherchant à remettre en cause la victoire du président Yoweri Museveni. Il y a un peu d'espoir sur le plan judiciaire à en juger ce qu'il s'est passé lors des élections de 2006 quand l'opposition avait déposé une pétition similaire et le parti au pouvoir l'avait quand même emportée. Nous n'attendons pas grand-chose. La justice doit faire son travail équitablement. Elle ne doit pas prendre en compte le fait qu'il s'agisse du gouvernement ou de l'opposition, mais tous les Ougandais doivent pouvoir exprimer leurs droits devant la justice. Et pour les partisans du président Museveni, ils espèrent une victoire judiciaire. Comme nous avons remporté les élections, nous remporterons de la même manière une victoire face à cette pétition. Il ne va pas l'emporter car il est l'un de ceux qui désignent les juges. Mais il va l'emporter car tout est très clair quant à sa victoire dans de nombreux quartiers. Cette semaine, le président Museveni a reçu une copie de la pétition des députés représentant Amama Mbabazi qui est arrivé 3e du scrutin. Et la Cour a débuté ses auditions lundi. Le principal concurrent, Kizza Besigye, qui est arrivé second avec 35% des voix, n'a pas déposé de pétition devant la justice, mais souhaite un audit indépendant. Les observateurs de l'Union africaine ont indiqué que les élections en Ouganda ont été largement pacifiques, mais leurs homologues européens déclarent que les élections ont été menées dans une atmosphère intimidante. Des bureaux de vote à la Cour suprême ougandaise. Les 9 plus hauts juges du pays ont 30 jours pour se prononcer sur la pétition avant une décision attendue le mois prochain. Santé maintenant, la Colombie rapporte que plus de 47 700 personnes sont infectées par le virus Zika sur son territoire, dont plusieurs femmes enceintes. Un total de 8 890 femmes enceintes ont contracté le virus. Les femmes âgées entre 25 et 29 ans seraient les plus touchées. La propagation rapide du virus Zika en Amérique latine a suscité beaucoup d'inquiétudes. En plus de causer la microcéphalie, une anomalie de croissance de la boîte crânienne et du cerveau, le virus pourrait aussi provoquer le syndrome de Guillain-Barré, une maladie du système nerveux. La Colombie est le pays qui a enregistré le plus de cas de la maladie après le Brésil. Les responsables de la santé publique de Colombie prévoient que plus de 600 000 personnes seront infectées cette année. Le ralentissement de la croissance en Chine a affecté plusieurs pays africains qui dépendent fortement de l'exportation de leurs matières premières. Si l'économie chinoise a stimulé la demande pour les matières premières au cours de ces 15 dernières années, elle est en passe de basculer vers une économie basée sur la consommation. Quelques industries, telles que celle du vin, bénéficient de la demande accrue en produits finis. Aujourd'hui, la Chine reste donc un partenaire privilégié de l'Afrique. Les besoins de la Chine ont changé, tandis que certaines régions de l'Afrique ressentent les répercussions de la baisse de la demande en matières premières. D'autres profitent de la demande élevée en produits finis, comme le vin. La Chine et Hong Kong combinés consomment le plus de vin rouge dans le monde. Cela étant dit, nous devons prendre en considération que 80% du vin consommé en Chine est fabriqué en Chine, ce qui fait de la Chine la 5e région productrice de vin dans le monde.
La Chine est devenue le 6e plus important marché de vin pour l'Afrique du Sud, avec 11 millions de litres de vin exportés tous les ans. Après 2 ans de diminution des ventes en Chine, les données des douanes montrent une augmentation de près de 33% de vins importés. Les commentateurs industriels voient cela comme un indicateur d'une possible reprise de la croissance rapide que nous avons vue avant la mise en place de mesures d'austérité il y a de cela 18 mois. Avec le ralentissement de la demande de vin de qualité de l'Europe et des États-Unis, les vignerons sud-africains ont réalisé qu'il y avait une opportunité pour des vins à prix modéré en Chine. Les producteurs ont ainsi modifié leur méthode de vinification, c'est-à-dire le processus de transformation du raisin en vin afin de répondre à la demande. Ces modifications ont créé un nouveau marché de vin élaboré pour satisfaire les besoins des Chinois. Il existe toutefois des risques, notamment si les consommateurs chinois réduisent leurs dépenses. Une croissance et un intérêt pour le marché de masse et cela est intéressant pour l'Afrique du Sud vu que nous pouvons assurer l'approvisionnement. La Chine est un marché en expansion mais les experts commerciaux nous avertissent que le vin n'est pas une exception dans ce qui a provoqué le ralentissement économique. Même si nous avons démontré une croissance formidable en termes de volume et croissance, nous ne devrions pas nous enthousiasmer trop vite. Cela étant dit, parmi les 10 principaux exportateurs de vin vers la Chine, l'Afrique du Sud a bénéficié le plus. La Chine est devenue l'un des premiers producteurs de vin à l'échelle mondiale. Et selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, la Chine consomme plus de vin rouge que n'importe quel autre pays dans le monde. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Rendez-vous dans 1h30 pour une nouvelle édition.